Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Voilà, 19h33, c'est Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode qui est avec nous. Bonsoir Denis, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Nous allons parler compétitivité parce que vous publiez tous les ans un rapport, bilan annuel de la compétitivité de la France. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on fasse un détour par un de vos confrères qui nous attend pour parler, et je vais vous demander votre avis aussi là-dessus, sur le chiffre qui est tombé du côté des États-Unis. C'est Philippe Wechter qui est avec nous par visio. Bonsoir Philippe, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, merci d'être avec nous, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce chiffre que les marchés sont en train de décortiquer, celui de la croissance américaine, 2,9% de croissance sur le quatrième trimestre aux États-Unis. Un expert nous disait tout à l'heure, c'est un chiffre quand même à relativiser. Il y a une grosse commande de Boeing notamment. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Philippe, ce soir ? Il y a plusieurs choses. Le chiffre est un peu plus élevé que ce qui était attendu. La consommation joue un rôle toujours très, très important. Donc on est dans une logique habituelle de l'économie américaine. Plusieurs points néanmoins. Le premier est que l'investissement résidentiel baisse depuis 7 trimestres maintenant. C'est-à-dire que les ménages américains n'achètent plus de maisons. C'est un signal qu'il faut conserver à l'esprit parce que c'est une source de fragilité du cycle américain. Deuxième point, les chiffres de consommation du dernier trimestre disponibles n'ont pas eu la hauteur qu'on souhaitait. Ça veut dire que probablement au mois de décembre, les chiffres de consommation n'ont pas été bons du tout. Et puis, dernier point, les importations ont baissé sur le trimestre, ce qui traduit une demande interne pas robuste, un chiffre facial qui est plutôt bon, ouais. Mais une situation qui, effectivement, qu'il faut relativiser aujourd'hui sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit pour 2023 ? Enfin, même si je comprends que la question comporte son lot de complexité, Philippe, pour vous, finalement. Là. Il y a deux choses. La première est qu'on démarre l'année avec un acquis de 0,9%, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien en 2023, la croissance moyenne sera de 0,9%, ce qui est déjà intéressant, puisqu'il se passera forcément des choses en 2023. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est qu'en ce début d'année, il y a probablement quelques mauvaises nouvelles à attendre. Les données dont on dispose sur la fin d'année 2022 et sur le début de l'année 2023, je pense notamment à un indicateur publié par la Federal Reserve de New York. Ces signaux traduisent une fragilité de l'activité et donc il y a probablement des effets du durcissement de la politique monétaire qui vont être observés sur le premier semestre et là-dessus il va falloir y être attentif parce que ça peut freiner un petit peu plus. On le voit déjà sur l'immobilier. L'immobilier a baissé fortement parce que les taux d'intérêt ont remonté. Donc, c'est cet aspect-là qu'il convient d'observer. On n'est pas dans une rupture d'activité. On peut avoir un premier semestre un petit peu compliqué à gérer, mais on n'est pas dans une phase de rupture très marquée de l'activité malgré tout. C'est le bon signal du jour en tout cas. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management. Merci Philippe, à très vite, avec plaisir sur BFM Business. Denis, comment est-ce que vous regardez ce début d'année aux États-Unis à l'aune de ces chiffres ? Prudence aussi pour vous finalement Oui, c'est vrai, je partage tout à fait la lecture que fait Philippe Wechter de la situation. J'ajouterais quand même un élément notamment sur la consommation qui effectivement tient à la faveur d'un taux d'épargne qui est extrêmement bas, 2,9% sur l'ensemble du quatrième trimestre. Alors on était à 2,7 au troisième trimestre, mais bon, c'est jamais que 5 points en dessous de ce que l'on a habituellement. Donc les ménages américains puisent quand même assez fortement. On voit bien qu'il y a un écart qui s'est créé entre la trajectoire de la consommation et la trajectoire du pouvoir d'achat de leurs revenus. Les ménages puisent dans leur épargne. Ça ne va pas durer longtemps. Et puis, oui, au bout d'un moment, la remontée des taux, ça mord. Évidemment, il y a un moment donné sur le résidentiel. Et ça va se faire sentir dans les prochains mois sans doute. Bon, 0,9% d'acquis de croissance aux États-Unis, en tout cas pour 2023. La France, donc, Denis, on va en parler dans un instant. Alors, avant de parler de ce bilan annuel de la compétitivité, comment est-ce que vous regardez d'un mot les chiffres du chômage, notamment, qui sont tombés hier finalement ? Où est-ce qu'on en est là pour vous, Denis ? C'est vrai que sur le chômage, ou plutôt sur l'emploi, j'aime bien regarder le symétrique, j'aime bien regarder l'emploi. En gros, vous avez le PIB,
on va connaître très rapidement les chiffres du quatrième trimestre, mais grosso modo, sur l'ensemble de l'année, en glissement annuel, on fait 0,5 de PIB. Et on va faire... pas loin de 1,5% d'emploi. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un décalage qui s'est installé entre la trajectoire de l'emploi et la trajectoire du PIB. On fait beaucoup plus de progression de l'emploi qu'on a de progression de l'activité. Donc ça veut dire qu'il y a de la productivité qui est négative. Hein. Mais et ça, en fait, c'est vraiment le puzzle sur lequel les économistes butent. Et un puzzle qui tient probablement... Un peu atypique comme situation, quoi. Oui, mais des difficultés de recrutement, on n'en a jamais connu à ce niveau. Il y a peut-être aussi des recompositions sectorielles de l'économie qui sont en train de se mettre en place avec beaucoup de création d'emplois dans des activités de services, mais pas que. On voit de toute façon, même jusqu'à la fin de l'année, la dynamique de la création de postes, les embauches, étaient encore extrêmement fortes, et notamment les embauches en CDI. Donc en fait, il y a vraiment des mutations dans l'emploi qui sont en train de se faire, qui sont sous-jacentes à ce mouvement quand même très fort. Hein, et l'explication par les alternants, par la progression du nombre d'alternants, ça explique que grosso modo, un tiers des créations nettes d'emplois. Il y a quand même d'autres éléments à aller rechercher. Et avec autant d'emplois, si on n'arrivait pas à faire baisser le chômage, ce serait quand même surprenant. La population active ne progresse plus beaucoup en France. La population en âge de travailler se contracte même. Donc, avec 1,5% d'emploi, ça suffit. Faire une baisse du chômage, du nombre de demandeurs d'emploi, ça suffit. Mais c'était effectivement ce que vous disait le patron de Manpower qui était à votre place hier soir, qui nous disait effectivement les entreprises se transforment, et rien que ça peut nous permettre encore de garder bon espoir sur le marché. Et d'ailleurs, dans les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, qui étaient sorties à la fin de la semaine dernière, au début de cette semaine, pardon, les opinions sur le climat, de l'emploi étaient très positives. Ça reste très positif. Alors la compétitivité, donc, parce que ça fait 16 ans que vous publiez votre bilan annuel de la compétitivité de la France. L'an dernier, vous nous disiez, Denis, ici même, que les indicateurs de cette compétitivité s'étaient dégradés par rapport à nos voisins européens du fait, toujours encore, de la chute des exportations, de la désindustrialisation. On sent ici et là des petits signes parfois de mieux pour l'année 2022. C'est ce que vous constatez vraiment Oui, c'est effectivement, c'est plutôt ce que l'on confirme. Effectivement, commençons par remplir le verre. Allez, on va le remplir au quart. À peu près. Bon, c'est déjà. Non, mais on est prévenu comme ça. Voilà, non, mais c'est déjà une étape. Donc, effectivement, quand on regarde l'indicateur que l'on privilégie, c'est celui qui va rapporter les exportations françaises par rapport aux exportations de la zone euro. Donc, même monnaie, des économies qui sont assez semblables dans leur structure et dans leur mode de fonctionnement. Et sur cet indicateur-là, on a une progression en 2022 par rapport à 2021. Une progression de 0,3 points. Donc, la part. Le poids de la France dans les exportations. La part des exportations françaises de marchandises dans les exportations de la zone euro, on a gagné 0,3 points. On est passé de 12,6 à 12,9. Donc c'est bien. C'est une remontée, surtout qui vient endiguer le recul que l'on a eu par rapport à 2019. Et c'est là que l'on commence à passer dans les trois quarts un peu plus vides, malheureusement. C'est qu'on a perdu 1,5 points entre 2019 et 2021. Donc ok, on vient de regagner 0,3 points. C'est bien, mais on est encore loin d'avoir tout comblé. Parce que les mots MAUX dans cette histoire sont toujours les mêmes. Oui, on va retrouver les mêmes mots. En phase d'être résorbé par l'action publique. Vraiment, vous me poussez à remplir encore un petit peu plus le verre. Mais justement parce que sur 2022, et là aussi, je veux voir les éléments qui sont assez positifs. Les déterminants assez classiques de la compétitivité qui vont être les déterminants en termes de coûts et coûts dans toutes leurs dimensions, pas seulement le coût du travail, mais également les conditions d'exercice de la fiscalité de production, les coûts des consommations intermédiaires, les coûts de l'énergie. Bien en fait, sur ces déterminants, on se rend compte qu'ils ont moins progressé en France qu'ils ne l'ont fait dans l'ensemble de la zone euro. Donc c'est un élément qui est plutôt positif pour la compétitivité coûts et ça se retrouve d'ailleurs aussi dans la compétitivité prix. Nos prix ont moins augmenté. Alors, on va les prendre un par un. Fiscalité, on commence à faire des efforts sur les impôts de prod, notamment. Voilà, les impôts de production, ça se voit en 2021. Et puis, ça met du temps avant de se diffuser, mais c'est en train de se jouer. Et même si sur la CVAE, peut-être on met une petite pause quand même. Vous avez vu que la disparition de la CVAE sera plus progressive que prévu. Bon. Tout à fait, mais attention, et là je parle de dérive. Je ne parle pas de niveau. Le niveau reste beaucoup plus élevé en termes de fiscalité de production en France relativement à nos partenaires, mais la dérive, en revanche, a été positive. Là, nos impôts de production ont reculé, alors qu'ils n'ont pas beaucoup bougé dans les autres pays européens. Donc ça, c'est le premier élément. Prix de l'énergie, ils ont été moins dynamiques en 2022 que cela a été le cas chez nos partenaires.
en particulier chez nos partenaires qui sont très dépendants du gaz. Et donc, là aussi, c'est un facteur de compétitivité qui a été plutôt en amélioration. Malgré la situation de notre parc nucléaire, qui était un avantage compétitif par le passé, qu'il est peut-être un petit peu moins cette année, non, malgré tout. Oui, c'est vrai que nous sommes bien moins dépendants du gaz, évidemment. Mais, alors, c'est une question, là, c'est la question de la quantité, de la quantité d'électricité, mais il y a aussi la question du prix et la manière dont on s'approvisionne. En fait, cette crise énergétique, elle est très dissemblable de celle que l'on connaît habituellement. En général, une crise énergétique, ça passe par le pétrole. Et quand ça se passe par le pétrole, le choc sur le prix du baril, il se transmet tout de suite dans les prix des carburants. Là, on sait que tout dépend de la longueur des contrats dont on disposait. Or, on sait que 50% des entreprises industrielles, enfin, le chiffre d'affaires de 50% de l'industrie était fait par des entreprises qui disposaient d'un contrat d'approvisionnement en électricité qui se clôturait à la fin 2022. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que vous avez l'essentiel du choc qui, en fait, ne s'est pas propagé en 2022. Je vous rappelle que notre rapport, c'est la compétitivité française en 2022. On ne fait aucune prévision en l'espèce. Ce que l'on voit jusqu'à présent, c'est que, compte tenu de la nature des approvisionnements, des contrats d'approvisionnement, le choc de prix de l'énergie et en particulier de l'électricité ne s'est pas encore vu dans les conditions de production, dans les coûts de production des entreprises. C'est beaucoup plus une affaire de 2023. Bon, on verra ça dans le rapport donc à la fin de l'année pour 2023. J'appuie sur les points qui font mauvaise performance des produits manufacturés. Toujours. Oui, tout à fait. C'est Alors, vous avez des facteurs circonstanciels, notamment l'importance du secteur de transport et notamment de l'aviation. Quand on va comparer les parts de marché en 2022 par rapport à 2019, vous avez quand même une bonne explication par notre structure d'exportation qui nous est tout à fait défavorable. Donc ça joue de manière défavorable. Mais il n'empêche que quand on regarde par famille de produits, on va prendre les 20 principales familles de produits, vous en avez 18 qui affiche une part à l'exportation dans la zone euro plus faible en 2022 qu'elle ne l'était en 2019. Donc on voit bien que c'est pas qu'une affaire de quelques secteurs, c'est encore et toujours une question qui va irriguer l'ensemble du tissu productif. C'est une question de monter en gamme toujours. Ou de non monter en gamme pour le coup. Oui, et encore là-dessus, nous associons à ce rapport l'enquête que l'on fait auprès des importateurs européens. C'est-à-dire qu'on interroge à peu près 500 importateurs européens sur la perception qu'ils se font des produits français, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de niveau de prix, que ce soit en termes de services incorporés aux produits. Et en fait, il y a plutôt une légère amélioration quant à l'image des produits français qui est intervenue, notamment en termes de contenu en innovation et en termes de qualité intrinsèque des produits. Parce que cette enquête, on l'a faite une année on interroge les biens de consommation, une année on interroge les biens d'équipement. Là, on interroge les biens de consommation. Et donc, quand on compare avec les résultats de l'enquête de 2020, là, on voit qu'il y a quand même quelques petits éléments d'amélioration. Vous savez comment on qualifie les produits français? Alors, c'est hautement caricatural. C'est quoi? C'est la qualité espagnole, mais avec des prix allemands. Oui. Bon, elle est vieille comme le monde, celle-là. Oui, tout à fait. Elle est connue. Je pense qu'effectivement, on est un peu dans la caricature. Et puis, il y a quand même aussi une question. Qu'est-ce que c'est qu'un produit français? Bon, là, ça pourrait nous entraîner. C'est un vaste sujet. Voilà, on y passerait la nuit. Et d'ailleurs, vous avez mentionné l'Allemagne. Je pense que... Alors je crois que par rapport on a gagné des points par rapport à l'Allemagne en termes de poids des parts de marché au sein de la zone euro. Tout à fait. En fait, quand on regarde le recul de l'Allemagne, l'Allemagne perd des parts de marché dans la zone euro. En fait, leur point haut, c'est 2015. 2015, 2017. Depuis 2015, ça décline. Alors, ça a été lent au début, mais là, ça fait maintenant, c'est suffisamment régulier pour que cela ressemble quand même maintenant à une tendance. Et je pense qu'il y a une association avec le Dieselgate qui joue. Il y a une capacité aussi à produire qui a été écornée en 2022. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur la chimie en Allemagne, en cours d'année, c'est 25% de production en moins entre la fin d'année 2022 et le début 2022. Donc, vous avez des facteurs assez structurels qui ont été installés. Les coûts et notamment les coûts salariaux réaccélèrent beaucoup plus en Allemagne qu'ils ne l'ont fait dans les autres pays européens. Et donc vous avez une fragilisation quand même. Le modèle allemand est un petit peu mis à mal récemment. Il a quand même été mis à rude épreuve en 2022 sur plusieurs points, Denis, en l'occurrence. Oui. Comment est-ce que vous regardez ça au passage? Comment est-ce que l'Allemagne va opérer ce virage pour vous désormais? Est-ce que l'Allemagne va commencer à regarder davantage du côté de ses voisins européens ou non finalement l'Allemagne va rester ce qu'elle est, mercantiliste, et continuer à regarder du côté. Oui, de toute façon, il y a toujours une philosophie qu'il n'y a d'économie allemande puissante que d'économie allemande compétitive. Donc, ils ont fait des choix très déterminés en faveur de la restauration de la compétitivité quand celle-ci était très à mal au début des années 2000. Et s'il faut faire à nouveau des choix durs, eh bien, ils le feront. Les Allemands ont quand même
en premier lieu un objectif de sécuriser les quantités, et c'est moins le prix d'une certaine manière qu'ils importent, d'où d'ailleurs les difficultés que l'on a à mettre en place les réflexions sur le plafonnement du prix du gaz à l'échelle européenne. Hein. Ça tient aussi au fait que les Allemands sont avant tout dans un objectif de sécurisation de l'accès à la quantité, peut-être en premier lieu par rapport à l'évolution du prix. Je parlais de désindustrialisation en France au début de cet entretien. Où est-ce qu'on en est en France? Comment va l'industrie française finalement? Comment est-ce que vous la jugez? Vous l'avez vu évoluer sur un an là? Alors sur un an... on n'a pas encore les chiffres malheureusement sur 2022, mais ce que l'on voit depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a une stabilisation du nombre d'entreprises industrielles. C'est-à-dire que quand on regarde entre 2000 et 2019, la France est le pays qui a perdu le plus grand nombre d'entreprises industrielles qui étaient présentes sur son territoire. Grosso modo 40% en moins. Et pas seulement parce qu'il y a eu des fusions, hein. Non. C'est parce que la substance s'est contractée. Depuis maintenant 3 ans, il n'y a plus de baisse de ce nombre d'entreprises industrielles. Mais bon, pour les raisons aussi que l'on connaît, c'est pas qu'une histoire industrielle, c'est l'ensemble des entreprises qui ont été préservées pendant les années de Covid, avec tout ce que l'on connaît. Enfin, on va pas les ressasser, mais enfin, les PGE, bien sûr. Ça a permis d'éviter... Est-ce qu'il faut un peu les chiffres peut-être, non? Enfin, je sais pas dans quelle mesure c'est possible. Justement, c'est en cela que 2022, c'est encore un peu... on est sur la queue de comète, si vous voulez. On est encore sur ces effets de diffusion, plutôt la couverture, l'édredon est encore là. D'une certaine façon. En 2023, là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le dur, et c'est là qu'on va avoir véritablement, je pense, des révélateurs qui seront un peu plus clairs, pour les raisons que l'on a évoquées, c'est-à-dire que le choc de coût de l'énergie, il est devant nous, plus qu'il ne s'est produit. Et donc, comment les entreprises encaisseront-elles ce choc-là? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle case? Franchement, tous les jeux sont ouverts. On ne peut pas prendre de pari définitif. Il y a une question de volonté politique. Vous dites, voilà, les réformes du quinquennat Macron se sont surtout portées sur l'attractivité notamment, mais peut-être pas suffisamment sur la réindustrialisation du pays finalement. Vous dites quoi? Qu'on n'a pas fait suffisamment pour réindustrialiser ce pays depuis quelques années? Il en faut plus que... C'est assez indissociable, hein, attractivité, réindustrialisation. En fait, ça pourrait presque être des termes, non pas synonymes, parce que réindustrialisation se concentre sur un secteur en particulier, et vous avez besoin des deux. Mais là où on a une question qui est à traiter, c'est OK, on en fait peut-être beaucoup pour essayer d'attirer de l'investissement sur le territoire, mais le premier investissement à garder, c'est celui qui ne part pas. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire fassent le choix de l'investissement sur le territoire. Donc, et de la réforme de la fiscalité du capital, il fallait la faire. Par exemple. Mais d'ailleurs, quand on regarde sur 3 ans, l'investissement dans l'industrie manufacturière a été plus dynamique en France qu'il ne l'a été dans les autres pays européens. Donc vous avez... Est-ce que ça tient à de la réindustrialisation? Est-ce que ça tient au fait que des entreprises qui étaient déjà implantées sur le territoire ont fait le choix d'augmenter leur capacité de production en France? Ça, je ne sais pas faire je ne sais pas faire le partage. Mais en tout cas, il y a quand même un signal qui est plutôt positif. Ce qui compte in fine pour assurer votre compétitivité, c'est bien entendu une affaire de coût. C'est aussi une affaire de capacité de production. Il nous reste 3 minutes, Denis. Une question. Vous dites qu'il y a une perte du travail, une perte de productivité du travail entre 2019 et 2022. Bien plus marqué qu'ailleurs en Europe et pour partie inexpliqué. Je ne vais pas demander de vous l'expliquer maintenant, mais non, mais c'est quand même... Non, mais on peut essayer de poser quelques pistes. Oui. Il se passe quoi En fait, sur la productivité du travail, c'est le couple. Il faut le regarder par rapport à un couple vis-à-vis du coût horaire. Sur le coût du travail, entre 2019 et 2022, ou entre 2021 et 2022, il n'y a pas une atypie française. Enfin, l'évolution du coût horaire est à peu près identique. En revanche, ce qui compte à la fin, c'est le coût unitaire, c'est-à-dire ce qui vous coûte en salaire pour produire une unité de PIB. Et si vous avez une productivité qui recule, à ce moment-là, même si vous avez le coût horaire qui évolue de la même manière, eh bien, votre coût unitaire se dégrade, vous perdez en compétitivité salariale. Et c'est dans cette équation que l'on est, c'est-à-dire que notre coût pour produire, il est à peu près identique, sauf qu'il y a un problème de productivité. Alors, on revient justement à un des éléments d'explication que l'on évoquait tout à l'heure sur la dynamique de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a créé beaucoup d'emplois sous forme d'alternants. Et ça peut. Vous avez une déformation peut-être de la structure de l'emploi qui peut expliquer en partie cette perte de productivité. Il n'y a pas eu une réforme de même ampleur sur les alternants dans les pays européens. Donc ça, c'est un effet de composition. Les alternants, c'est quand même un tiers des créations nettes d'emplois qui sont intervenues sur les 2 dernières années. Donc vous avez cet élément-là qui peut intervenir. Je pense que peut-être plus largement, c'est une recomposition sectorielle de l'économie qui intervient.
donc avec plus d'activités de services. Mais attention, dans l'industrie, c'est un secteur qui, bon an, mal an, faisait 3 points de productivité par an. Eh bien, la productivité, donc vraiment le rapport valeur ajoutée industrielle par emploi, ce ratio-là, eh bien, il s'est dégradé, y compris dans l'industrie. Et c'est ça le point, nous semble-t-il, qui peut être le plus problématique sur l'évolution que l'on peut attendre pour 2023. Cette perte de productivité. Il reste une grosse minute, Denis, j'ai l'impression. À travers ce 16e bilan, je sens peut-être un peu de frustration. Vous dites, il n'y a pas encore le Big Bang dans ce pays, véritablement, pour mettre un terme à la perte de compétitivité de l'économie. Voilà. Il manque quoi? Une réforme phare, des réformes phares pour vous, des gestes politiques de grande ampleur pour pas forcément, parce que ça fait quand même, pour avoir suivi, j'avais été dans les premiers, j'avais fait le premier rapport Rexecode sur la compétitivité, donc il y a plus de 16 ans. Il y a quand même un changement majeur qui est intervenu. Ce terme n'est plus tabou. Et on l'a vu au travers des mesures. Enfin, ça a commencé avec François Hollande, avec le CICE. Il y avait une dizaine d'années, compétitivité. Donc, mais restaurer la compétitivité, ça prend du temps. Les Allemands nous l'ont montré. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour que les Allemands reconquièrent des parts de marché assez importantes. Et ça peut aussi se perdre assez rapidement. On le voit actuellement par les Allemands. Il y a un pays qui, d'une certaine manière, nous montre peut-être un peu le chemin. C'est l'Italie. L'Italie, dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, l'Italie est encore plus handicapée par ses approvisionnements gaziers que cela n'est le cas de l'Allemagne. Mais l'Italie, depuis plusieurs années, on voit les réformes du marché du travail, qui a fait les réformes, qui est en excédent primaire, effectivement, qui a un tissu entrepreneurial beaucoup plus doté que nous, à bien des égards, effectivement, qui nous montre le chemin. Exactement. Il n'y a pas un élément, il n'y a pas une recette, c'est une combinaison. Ça veut dire notamment de ne pas perdre le fil des réformes, c'est ça l'idée de base, finalement, Denis. Exactement. Merci beaucoup, Denis. Denis Ferrand, le directeur général de l'Institut Rexecode, et donc ce 16e bilan annuel sur la compétitivité de l'économie française, qu'on peut retrouver sur votre site d'ailleurs, bien sûr. Tout à fait. Rexecode.fr. Merci beaucoup, Denis Ferrand, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 19h55, une petite pause. Dans un instant, 20h, François Sorel, Tech & Co. Et nous, on se retrouve bien sûr demain à 18h en direct avec Audrey Tcherkov pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée, à demain.